Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à la campagne et plus précisément à Lignon, dans le département de la Marne. Nous sommes chez Michael Jacquemin. C'est un agriculteur 2.0. Vous allez le voir, son emploi du temps est très chargé, mais il nous emmène avec lui sur ses parcelles. Il va nous montrer comment il a réussi à améliorer les conditions de sa profession pour lui et ses ouvriers. Regardez. Bonjour Michael. Bonjour. Alors quel est le programme du jour? Alors cette semaine il fait beau, et plus particulièrement aujourd'hui, donc on va poursuivre la récolte des pommes de terre. Et puis ensuite on va commencer les semis, donc les semis du blé en l'occurrence. Donc vous m'emmenez où là exactement? Donc là c'est le chantier de pommes de terre, il est juste derrière. Donc on va aller voir mon salarié qui est en train de réceptionner les palox de pommes de terre pour le stockage pour cet hiver. Vous faites exclusivement des céréales vous? Alors ici on est assez diversifié, c'est une exploitation familiale où il y a toujours eu le choix de la diversification. Des grandes cultures, donc y compris des pommes de terre, des céréales, des betteraves, luzerne, chanvre. Et on a également de l'élevage. Donc pour le moment, les animaux, donc les vaches, elles sont au parc. Donc là, en fait, on est en récolte pommes de terre. Donc on met les palox, les pommes de terre dans les palox pour les stocker. Et les palox ont été produits dans le champ, on ira les voir tout à l'heure. Donc là, j'ai Florent, mes salariés qui s'occupent de ranger les palox dans des stockages. Donc, ce sont des stockages froids qui permettent de conserver les pommes de terre à une température de 5 degrés tout l'hiver. Donc là, dans ce stockage, on est capable de stocker 600 tonnes de pommes de terre. Donc les palox sont stockés voilà, en hauteur. En haut, on a le système qui permet de générer du froid, comme dans un frigo. Et en plus, pour éviter la germination, on a un nouveau dispositif qui est totalement naturel. Donc on utilise de l'éthanol. Donc l'éthanol, c'est un alcool issu de la betterave. Donc là, on voit le bidon. Et donc l'éthanol est pompé par ce petit tuyau, par l'appareil. Et cet appareil retransforme par la chaleur l'éthanol en éthylène. Donc là j'ai une consigne de 8% d'éthylène, donc avec une sonde qui me permet de générer 8% de l'atmosphère en éthylène. C'est absolument pas dangereux, c'est naturel l'éthylène. Et avec 8%, la pomme de terre elle est bloquée, elle ne germera pas. Donc c'est vraiment pas de produit chimique. Une garantie aussi pour le produit en fait. Ah oui, bien sûr. Il y a moins de pertes pour les agriculteurs en utilisant ce système. Ce système déjà par rapport au consommateur, il n'aime pas acheter une pomme de terre germée. Et en plus, on sait que ce n'est pas des produits chimiques, c'est un produit totalement naturel. De l'éthanol qu'on transforme en éthylène, qui est naturellement produit par les pommes, par les bananes, etc. Enfin, tous les légumes produisent de l'éthylène. Mais avant d'avoir ce système, comment on faisait? C'est très ancien, les plus anciens s'en rappellent. C'est un espèce de poudrage qu'on mettait sur les pommes de terre, mais ça c'est très très vieux. Donc aujourd'hui c'est proscrit, tout ce qui est chimique évidemment. Et maintenant on utilise des produits complètement naturels. Dali, c'est bon? Ouais, ok. Donc le camion parcourt les Dali. Et alors là, c'est là que c'est quand même compliqué parce que je suis nul en anglais et c'est parfois difficile. En termes d'études, qu'est-ce que vous avez fait? Voilà, c'est une exploitation familiale, agriculteur de père en fils. Mais comment on se forme à ce métier? Alors on a des écoles d'agriculture. Donc moi j'ai démarré dès la seconde en fait, une école d'agriculture. J'ai passé un bac agricole. Et ensuite j'ai suivi par un BTS agricole mais plutôt orienté compta, gestion, fiscalité, juridique, droit, avec un tout petit peu de technique agricole mais plutôt se concentrer sur la gestion d'une entreprise. C'est important d'avoir ces notions de gestion? Oui, parce qu'en fait ce que j'ai appris à l'école, le plan comptable, depuis il n'a pas évolué. Par contre que tout ce qui est technique, matériel, technologie, 3 ans après ma formation c'était déjà périmé. Donc je pense que j'ai fait le bon choix. Et aujourd'hui, le conseil que j'aurais pour un jeune qui souhaiterait vraiment s'orienter vers l'agriculture, c'est d'être plutôt sur une matière générale type compta, gestion. On
on est des chefs d'entreprise, il faut qu'on gère nos entreprises. La technique, elle évolue tellement vite et on a des formations tout au long de la vie. On a des stages, des formations, des réunions. Ça, on l'acquiert. Moi, tous les ans, l'hiver, c'est théoriquement un peu plus calme. Je consacre pas mal de temps justement pour me former. Toujours vécu sur la même exploitation? Ouais, c'est vrai, on n'en a encore pas parlé de ça. Donc c'est une exploitation familiale. Donc j'ai repris derrière mon père, qui l'a repris derrière son père. Donc moi j'ai été en GAEC, donc c'est une forme juridique avec mon père qui permet d'être père-fils en fait. C'est un peu un statut particulier au niveau agricole. Donc ça permet de faire une installation progressive. Déjà pour le cédant, parce que déjà partir en retraite du jour au lendemain c'est parfois compliqué. Et puis bon, il y a tellement de savoir-faire, et puis aussi au niveau patrimoine, capital. Donc voilà, ça s'est fait progressivement sur une dizaine d'années pour que je sois propriétaire aujourd'hui de 100% de la ferme. Et donc mon grand-père, moi je l'ai connu, il travaillait plus sur la ferme évidemment. Bon, il est déjà décédé il y a maintenant quelques années malheureusement. Et on a eu l'occasion d'échanger longuement sur ses pratiques, ses cultures, ses résultats, sa façon de faire. Et puis il a connu le début des grosses révolutions, le numérique, le GPS, etc. Et pour lui, il a toujours été surpris, quoi. Il a été surpris parce qu'il était persuadé d'avoir vu déjà quelque chose d'énorme. C'est le passage du cheval au moteur. Et voilà. Historiquement, un bon agriculteur, il labourait ses terres, parce que c'était une des pratiques ancestrales. Et aujourd'hui, une minorité laboure, parce qu'on s'est rendu compte et on a expérimenté que sans labour, on préserve peut-être mieux le sol, on a une plus grande fertilité. Alors c'est plus compliqué, mais derrière, on a de meilleurs résultats et surtout avec moins d'intrants, c'est-à-dire moins d'engrais parfois. Donc ça c'est une parcelle qui fait 10 hectares et on en a déjà fait à peu près 2-3 hectares, quoi. Donc il reste encore toute la semaine pour la finir parce qu'on n'avance pas vite. Cette année là c'était un peu humide, on s'apercevra sur la machine qu'il y a de la terre sur la pomme de terre et puis un petit peu de motte. Il y a des choses que je n'aime pas faire, donc je ne l'impose pas à mes salariés. Et puis c'est tellement difficile de recruter qu'il est hors de question qu'un de mes salariés quitte l'exploitation, l'entreprise, parce que le travail est trop pénible chez moi, quoi. Donc on fait tout en sorte pour que ça se passe plutôt bien. Et ça a l'air? Pour l'instant ça va. Bonjour Thomas, qu'est-ce que vous faites? Mais on est en train d'arracher des pommes de terre, un peu en conditions difficiles, mais on y arrive. Pourquoi des conditions difficiles? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourtant la météo est au rendez-vous? C'est un peu repris en masse, la terre est reprise en masse, donc on roule un peu moins vite que prévu. Et puis, mais sinon ça va, on y arrive. Là vous avez beaucoup d'écrans. Ils servent à quoi? Donc ça sert à regarder le travail de la machine qui est derrière. On appelle ça des multiceps. C'est des rouleaux qui avalent la terre. Et l'autre caméra, elle sert à guider, mais je m'en sers pas, le col de cygne quand on fait des bennes. C'est quand même beaucoup d'équipements à gérer, toutes ces machines. Oui, beaucoup d'attention, pas trop le temps de faire attention à autre chose. Et puis tout le mécanisme de la machine est sur cet écran. Et comment on fait alors? Parce que il faut regarder quand même où on va, notre chemin, et en même temps gérer toutes ces boîtes, toutes ces machines. Là, on est dans les buts de pommes de terre. Donc à la vitesse où on roule, le tracteur, il n'a pas le temps de partir à gauche ou à droite. Donc on a le temps de jeter un œil derrière. Je passe 3/4 du temps derrière et 1/4 devant.
Est-ce que quand même ça vous facilite toutes ces technologies dans votre travail? Vous vous sentez, la charge de travail est allégée? Ah oui, oui, oui. Là, c'est dur parce qu'on ne va pas vite, mais on a du matériel avec GPS et ça nous facilite beaucoup la vie. Station météo parce que c'est vrai qu'on est connecté avec le téléphone en live sur la météo. Alors la météo qu'il y a sur la commune mais aussi la météo des communes aux alentours. Parce qu'en fait on partage, on est quelques agriculteurs à avoir investi dans les stations météo et on partage nos données. Donc sur toutes les cultures maintenant, les instituts techniques nous ont produit des OAD, des outils de la décision, qui sont alimentés par la météo et qui permettent d'anticiper les maladies. Parce que voilà, nos maladies sur les feuilles, c'est en pommes de terre ou en blé par exemple, elles se développent suivant des conditions météo particulières, avec un taux d'humidité particulier, une température, etc. Et suivant la donnée météo qui est envoyée dans l'outil de la décision, ça nous envoie des alertes en disant attention, alerte, on est en risque sur la maladie. Et moi la maladie sur l'exploitation qui est la plus sensible, c'est le mildiou de la pomme de terre. Et donc pareil, on évite de traiter, et pour éviter de traiter, on observe via la météo l'outil de la décision, qui me permet d'éviter parfois un traitement, 2 traitements sur les périodes très très sèches. Puis j'ai des parcelles qui sont aussi parfois éloignées de l'exploitation. C'est un inconvénient ça? Bah oui, parce qu'en fait on y passe du temps sur la route. Le temps c'est de l'argent, on use des pneumatiques, du gasoil, et surtout dans le contexte actuel où on doit vraiment être prudent et vigilant sur la consommation de l'énergie. C'est pénible d'avoir des parcelles éloignées. Et donc pour les observer via la météo, j'ai des stations météo un peu éloignées. Pas été choisi au hasard parce que à la fois du chemin on la voit pas parce que ça peut être volé, c'est ça qui est pénible, et je me suis mis à un endroit où justement les plans n'avaient pas pris pour pas perturber justement la pluviométrie, et donc dans ce système là on prend par ici la pluviométrie, et là dans les capteurs en dessous on a la température et l'hygrométrie. Il n'y a qu'une option que j'ai pas prise qui coûtait cher, c'était la vitesse du vent. Bon, moi j'ai pas grand intérêt à connaître la vitesse du vent. Et donc c'est pareil, c'est une start-up qui a créé ce dispositif. Et donc elle est connectée sur mon téléphone. Je vais mettre un maximum de lumière. Tac. Ça, vous l'avez toujours avec vous? Voilà, le téléphone, j'ai toujours avec moi, comme tout le monde. Et donc on s'aperçoit que sur la commune de Lignon, c'est ma station météo, donc il n'y a pas eu d'eau là. Et les 7 derniers jours, on n'avait pris que 0,5 mm. Donc ça fait une semaine en fait qu'il fait beau, il n'y a pas eu d'eau. On est sur des bons résultats? Là en ce moment c'est bien parce qu'on a les récoltes pommes de terre à finir, les blés, les semis de blé et d'orge d'automne à faire. Donc c'est les conditions idéales. Et en même temps j'ai la station, donc j'ai la prévision. Et donc en termes de prévision, on est sur une semaine où a priori il va pleuvoir quand même 14 mm vendredi. Donc il nous reste lundi, mardi, 4 jours pour faire la récolte de pommes de terre et semer les blés. Et on n'y arrivera jamais. Mais c'est pas grave parce que la semaine d'après il fera peut-être beau. De toute façon on ne peut pas tout faire la même semaine. Il y a des petits sièges pour passagers. Attention à ne pas se lancer. Je vais bien le fermer la porte. Voilà.
Donc dans un tracteur, bon, c'est comme dans une voiture, il y a une clé, on tourne la clé, ça démarre. On a des pédales comme dans une voiture, hein, l'embrayage, le frein et l'accélérateur. Et puis ensuite, évidemment, il y a beaucoup de boutons. Ça pourrait paraître compliqué, mais en fait, on a des codes couleurs qui nous aident à l'utilisation. Et puis on a un joystick avec quasiment toutes les fonctions en termes d'ergonomie. Et puis ensuite, on a la console. Là, c'est là où on fait en fait tous les réglages, et y compris la partie GPS. Donc il faut le laisser un petit peu chauffer. Le gyrophare nécessaire pour aller sur la route. Puis le temps que voilà, ça chauffe, eh bien, je vais faire demi-tour et on va aller dans le champ. À l'arrière, voilà, niveau sonorisation, on est très bien. La radio fonctionne. Voilà. Donc là, je me rapproche de ma parcelle. Et puis, en fait, on la voit sur l'écran également. Là, ce matin, j'ai commencé à semer. Et donc, on voit les traces vertes qui correspondent à ce que j'ai déjà semé ce matin. Les lignes rouges correspondent aux axes que le tracteur va suivre automatiquement. Et donc là, on va redémarrer à partir de la dernière trace verte qui avait été mise en place. C'est comme un jeu vidéo, un petit peu. Alors, Farming Simulator, ouais, c'est ça. Mais en plus, j'ai un petit neveu qui est passionné par l'agriculture aussi, qui joue à Farming Simulator. Et il semblerait que les consoles soient la réalité, quoi. Parce que quand il vient avec moi, alors en l'occurrence sur la moissonneuse, il connaît toutes les touches. Il sait à quoi servent les boutons, quoi. Donc les boutons, il n'est pas vieux. Ça reste intuitif? Oui, ça reste intuitif. Après, bon, c'est sûr, il faut au moins avoir une petite explication pour bien comprendre. Donc là, en fait, première manip, c'est déplier le small. Parce qu'on a des boutons partout. Le tracteur, je ne tiens pas le volant, il se gère tout seul. C'est drôlement bien. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de frustration du coup à laisser la machine faire toute seule? Quand le GPS peut arriver à tomber en panne ou fonctionne mal, on est malheureux. Voilà, donc il n'y a plus de frustration. Parce que là on est sur de la précision extrême. En fait, on voit l'indicateur de précision, c'est ici. Donc là, on est à 0 cm, donc ça coûte 2. Alors voilà, suivant comment le tracteur il bouge un petit peu, il se coupe. Mais sinon, on est à 1 cm de précision, quoi. L'intérêt, c'est que moi, je démarre le bio, donc je vais être concerné. Je sème aujourd'hui, je reviens avec un outil de binage dans un mois. Je sais identifier où est le rayon de blé et où je vais pouvoir biner. C'est le même tracé. Voilà. Tout ça pour éviter de prendre la binette. Globalement, et c'est tous nos métiers un peu de plus en plus. Moi, le volant aujourd'hui, je ne le conduis pas, je ne m'en occupe pas. Donc la cabine, elle est insonorisée. J'ai la clim ici, j'ai la radio. Sous le siège passager, là où vous êtes, j'ai la glacière. Donc voilà, il y a pire comme condition, quoi. On n'est pas à plat. Vous passez de bonnes journées. Ça se passe bien. C'est ce qui me permet de passer un peu de temps à gérer l'entreprise via le smartphone, parce qu'on a quand même de plus en plus d'outils connectés. Et d'être sur les réseaux sociaux aussi. C'est important maintenant de se faire voir sur les réseaux sociaux en tant qu'agriculteur pour faire parler un peu de la profession? C'est nécessaire. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à avoir compris qu'il fallait absolument communiquer, qu'il fallait ouvrir nos exploitations.
Mais au-delà d'ouvrir, c'est aussi aller expliquer sur les réseaux sociaux. On a tellement d'outils. C'est Twitter, c'est Facebook, c'est Instagram, certains sont sur TikTok. On a plein d'histoires à raconter. Tous les jours, on fait des choses différentes, on a des outils différents, on a des pratiques différentes, on est éleveur, pas éleveur. Voilà, donc moi pour ma part, quand je suis sur le tracteur et que tout ça fonctionne bien, donc c'est des petites vidéos, alors des fois humoristiques, des fois c'est un peu des coups de gueule, puis des fois c'est un peu de la pédagogie, expliquer ce qu'on fait quoi, et pourquoi on le fait.